Donc, merci déjà d'être venus aussi nombreux, ça nous change. Ça va, il y a cette chaise. Donc, deuxième conférence, Saint-Georges et le Dragon de Tintoret. Alors, l'Atelier Pictura organise donc un cycle de conférences qui a commencé en novembre 2011 et qui va se terminer en juin 2012. Donc, en novembre 2011, ça a été l'urinoir de Duchamp. Il y en avait qui étaient présents d'ailleurs pendant ce... Oui. Justement, Marité, tu peux nous en parler un petit peu de l'urinoir de Duchamp, un peu de ce que tu as retenu? Tu as perdu une occasion tout à l'heure. Allez, Marité. En fait, l'urinoir, c'est quelque chose de merveilleux. C'est un urinoir, et puis ça peut devenir une œuvre d'art si les spectateurs disent que c'est une œuvre d'art. Alors, pour que les spectateurs puissent dire que c'est une œuvre d'art, il faut d'abord que l'artiste le dise. Voilà. Le signe, voilà. s'il en Voilà. fait une œuvre d'art, Bien sûr. Ouais. 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 Et à part ça? Du coup, ça m'a poussé à lire beaucoup sur Duchamp et beaucoup de choses. Oui, puis c'est quand même un bouleversement dans l'histoire de l'art, puisque après ça, il y a eu des tas d'expériences qui ont découlé de cet urinoir. Donc, des émus dans ce... bien sûr. Tout ce qui est l'art conceptuel, etc., la base, c'est forcément l'urinoir de Duchamp. Bien. Donc en janvier 2012, aujourd'hui, Tintoret, Saint-Georges et le Dragon. Le dimanche 25 mars 2012, ce sera les plis dans l'histoire de l'art. Les plis, oui, donc ça c'est une référence bien sûr au livre de Deleuze, Le Pli, où là donc, bien sûr les plis, c'est pas seulement les plis des étoffes, avec des drapés, etc. C'est aussi les plis du corps, hein, ça peut être le pli pubien en fait, si on prend l'art des Cyclades, où c'est juste un trait qui fait que là on est dans le pubis, et là on est dans le sein, etc. Donc c'est tous ces plis-là. Je fais une relation donc avec Deleuze qui parle de plis et de déplis. Donc c'est quelque chose qui se déploie comme ça et qui devient de plus en plus complexe. Donc ça, le 25 mars, oui. On se rappelle du travail dans la nature. En quelque sorte. Le dimanche 27 mai, des différentes techniques de la peinture, donc de Lascaux à art pariétal aujourd'hui. Et là, donc, c'est ce qui va être important, c'est la technicité de tout ça, en fait. Comment la technique a apporté des choses aux artistes et comment la technique a été une contrainte aussi pour les artistes. Et les artistes, comment ils ont pu déjouer cette contrainte en faisant acte de création. C'est le 27 mai 2012. Oui, alors, j'y reviendrai après. Hein? Cette date-là, c'est impératif, tu ne peux pas changer. Elles sont programmées. Le dimanche 24 juin 2012, la dernière conférence, ça sera sur Raphaël, la nymphe Galatée. Donc là, ça sera une étude architectonique. Et l'importance de cette étude-là par rapport aux contraintes de la composition et comment Raphaël s'en sort par rapport à ça. Encore une fois, c'est toujours le même rapport avec la technicité et comment l'artiste, parce que la technique est extrêmement importante dans l'histoire de la peinture, bien sûr. Bon, on verra. Voilà. Alors pour celles et ceux qui ne sont pas inscrits sur le blog de l'association Regard au pluriel, alors vous pouvez consulter le blog à l'adresse suivante http://regard au pluriel en minuscule et en attaché .hautefort.com. Et j'en profite pour rendre hommage à celle qui a créé ce blog, Christine Bauer, qui a fait un travail remarquable depuis la création de ce blog. Et puis c'est remarquable parce que justement, par rapport à cette technicité-là du blog, elle a su nous montrer un regard particulier et surtout une respiration comme ça sur sa propre vision, où la technique est sous-jacente, elle n'est pas devant justement. Il faut la chercher en profondeur, cette technique. C'est-à-dire que ce n'est pas expliqué. Elle fait des choix d'œuvre, mais c'est ces choix-là qui résonnent les uns par rapport aux autres, et c'est une grande sensibilité qui se met en place. Voilà. Et c'est là-dessus que je vais surtout insister aujourd'hui. Bien, alors revenons à la conférence Saint-Georges et le Dragon. Donc vous n'aurez pas de date, ou très peu, celle de sa naissance.
le 29 septembre 1518 à Venise, et celle de sa mort le 31 mai 1594. Alors vous n'aurez pas de date, tout simplement parce que je considère, je ne suis pas le seul, que la peinture est une matière vivante, et en mettant de côté le temps chronologique, on peut montrer une histoire de l'art différente que celle qui est réalisée par une classification. Alors je ne dis pas que le fait de classer les choses ne soit pas une chose intéressante, mais il y a des historiens d'art qui le font très bien. Mais moi ce qui m'intéresse, c'est le regard donc d'un créateur sur d'autres créateurs et comment ça fonctionne tout ça. Alors à ce sujet-là, il y a un artiste qui a écrit un livre absolument sublime qui s'appelle Chant d'œuvre. Chant, C-H-A-M-P-S. C'est de Frank Stella, aux éditions Hermann. Alors bien sûr, Stella, c'est l'artiste Stella qui a fait aussi des hauts reliefs. Je ne sais pas si vous connaissez un peu cet artiste-là. Stella, Frank Stella. S-T-E-2-L-A. Et donc qui a publié ce livre où il met en relation des œuvres qui ne devraient pas être en relation. Voilà. D'un point de vue chronologique, il est capable de mettre un Jackson Pollock à côté d'un Titien. Voilà. Et nous dire, vous voyez, bon, nous sommes là, qu'est-ce qui se passe? Donc ça fait un choc, évidemment. Et en fait, on s'aperçoit très vite que on trouve des liens. Il y a des relations entre tout ça. Il y a des relations parce que ce sont deux créateurs qui ont eu des problèmes identiques à des époques différentes, bien entendu, avec des techniques différentes aussi. Mais ce sont deux créateurs avant tout. Et donc, les problèmes qui se sont posés, et quand on a un rapport entre deux tableaux comme ça, on trouve des interactions entre ces éléments-là. Et ça, c'est absolument passionnant. Donc, il n'y a pas de date, on annule complètement l'effet chronologique. Donc, on n'est pas du tout dans cette histoire-là, mais voilà, c'est intéressant. Et là, je vais vous lire un petit passage de Combridge qui parle très très bien de cela. Voilà. Donc ça s'appelle Ce que l'image nous dit. C'est un entretien entre Combridge et Didier Héribon. Donc Didier Héribon lui pose la question suivante. Vous m'avez parlé d'un projet de livre ou d'étude que vous devez écrire avec l'auteur de ce portrait, accroché dans votre chambre où vous figurez entouré de livres et de papiers. Et Combridge répond à la question. Oui, c'est un de mes amis américains, Stanley Meltzoff. Il a d'abord été un historien de l'art et un élève de Panofsky. Il a écrit des études importantes sur la réputation des frères Lenain et sur d'autres artistes, mais il est devenu par la suite professeur de peinture. Et comme il a été toute sa vie un plongeur passionné, il est devenu un grand connaisseur de la vie sous-marine et il s'est spécialisé dans la peinture de tableaux où il représente des poissons sous l'eau. J'étais en correspondance avec lui depuis très longtemps parce qu'il s'intéresse beaucoup aux questions théoriques. Quand il m'a montré un commentaire sur ses méthodes en tant que peintre naturaliste, je lui ai proposé de joindre nos forces. Je désirais continuer la ligne de recherche représentée par l'art et l'illusion et explorer avec des détails plus concrets comment un peintre réalise les effets qui ont été mal maîtrisés par des artistes tels que Chardin pour rendre la lumière ou la texture des objets. Quoi qu'il advienne de ce projet, il me semble très important d'attirer l'attention des historiens de l'art sur ces questions techniques. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression qu'ils écrivent sur tout sauf sur l'art. Nous lisons des études sur les femmes, les noirs, les lois du marché. Je ne nie absolument pas que ces questions puissent présenter un certain intérêt, mais après tout, on peut aussi demander à l'histoire de l'art qu'elle s'occupe d'art. Car je pense que nous en savons encore trop peu. En fait, je voudrais dire à mes collègues que nous n'avons pas encore d'histoire de l'art. Voilà. Donc ça m'intéresse énormément ce qu'il dit, parce que c'est un historien d'art qui raconte qui est un historien d'art connu, et qui remet en cause ses connaissances. Voilà. Et ça, c'est tout à fait fascinant, parce que ça veut dire quoi l'histoire de l'art? Est-ce que l'histoire de l'art fonctionne d'une certaine manière, ou est-ce qu'on est dans une multiplication des regards, et donc
si on laisse tomber de côté les dates, effectivement, on peut aller vers autre chose, sans avoir ce carcan-là. Donc quelqu'un qui, effectivement, va dans ce sens, c'est Bernard Stiegler, le philosophe, qui a créé aussi donc Ars Industrialis, et que vous pouvez voir, vous pouvez assister à une de ses conférences, d'ailleurs, dans le blog Regard au pluriel. Voilà. Alors, pour essayer d'étayer mes propos, je vais vous donner un exemple précis. Vous avez ici un Goya. Ah, très bien. Portrait, etc. Tout à fait super. Bon. Vous pouvez agrandir ici sur le côté du vêtement, ici, là, ça. Et si on pouvait encore agrandir un peu plus, on est très proche d'un Jackson Pollock, par exemple. Vous voyez ? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on change notre regard, si on s'approche, si on n'est plus dans une situation d'une certaine distance par rapport au tableau, si on se rapproche, on est dans autre chose. Et donc là, dans cette autre chose-là, évidemment, on peut après avoir une référence à l'histoire de l'art, puisqu'on a vu des Jackson Pollock. Bien sûr, Jackson Pollock n'est pas un détail de Goya, hein, surtout pas ça. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe au niveau de la technique, qui est très proche de Jackson Pollock. Parce que là, on est dans la matière, on a des choses extrêmement importantes. Et quand on voit les Jackson Pollock, évidemment, on est dans ces travails à la seringue qu'il a pu faire, etc. Les drippings aussi, avec les bâtons trempés dans la peinture. Donc, une technique particulière. D'accord ? Alors, autre exemple, si on prend par exemple la fameuse perspective donc de la Renaissance, ce qu'on appelle la perspective monofocale. Alors monofocale, ça veut dire qu'en fait, on ferme un œil et le spectateur est dans la situation du peintre, c'est-à-dire qu'il est au milieu du tableau, à une certaine distance, un œil fermé, pour avoir l'effet optimum par rapport à ça. Bien. Ça, c'était la contrainte par rapport à la perspective. Donc ça, c'est quelque chose de mathématique, hein. Ça fonctionne jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que jusqu'à une certaine taille du tableau, effectivement, ça fonctionne. Mais dès qu'on est dans des formats trop importants, ben, ça ne fonctionne plus sur les bords du tableau. Alors pourquoi? Parce qu'après, par rapport à notre champ de vision, plus on s'éloigne, évidemment, par rapport à la surface, sur les bords, on est après dans un système de courbes et non plus de lignes droites. Ce qui est tout à fait normal. On est plus dans une composition face à un Judas dans une porte, où on est quelque chose de la sphère, que dans un format rectangulaire. Donc encore une fois, la technique là a ses propres limites. Les peintres ont su l'utiliser. Alors ils ont su aussi s'en défaire de cette technique-là. Ils ont su l'utiliser parce que bon, la perspective est extrêmement contraignante, puisqu'on a les points de fuite, etc. La vue monofocale. Et puis certains artistes s'en sont servis pour amener une fausse perspective. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Dans une perspective donnée, qui fonctionne très bien, à un moment donné, il va y avoir une fausse perspective qui ne fonctionne plus. Elle ne fonctionne plus par rapport à quoi? Simplement, ça peut être par rapport à un thème religieux, où on va amener une notion de Dieu par rapport à ça. Dieu ne peut pas être dans ce monde réel. On est dans quelque chose de l'ordre de la philosophie, du sacré, et donc on crée une fausse perspective pour mettre Dieu en dehors de la perspective réaliste. Voilà. Un autre exemple, vous devez connaître ce tableau, c'est celui de Véronèse, le banquet, qui se trouve en face la Joconde au Louvre. Enfin, qui se trouvait, je ne sais pas si ça a changé depuis. Alors c'est très intéressant d'ailleurs de mettre la Joconde face à Véronèse. Un format gigantesque face à la Joconde qui est évidemment un petit format. Mais tous les deux face à une perspective monofocale de toute façon. Et comment ces deux artistes-là vont s'en sortir? Alors Véronèse, déjà, ce tableau c'était une commande. Donc il était destiné à être dans un réfectoire là où des moines allaient donc manger. Donc ça servait de décoration à ce réfectoire. Alors qu'est-ce qui se passe lorsque des moines mangent? Il y en a qui sont assis, évidemment, en train de manger en silence. Et puis il y en a un qui est debout, en train de lire la Bible. Donc Véronèse, lui, s'est dit, bon voilà, donc il y a deux niveaux possibles de lecture. Donc il va faire deux perspectives différentes dans ce travail-là. Une pour ceux qui sont assis,
et une pour celui qui est debout. Donc vous avez, dans une apparence comme ça, extraordinaire, d'une perspective tout à fait classique, etc., mais si vous vous y attardez, vous allez voir qu'il y a deux perspectives différentes. Une qui est assise, l'autre debout. Donc ça, c'est un moyen de détourner les choses. Dans la Joconde, évidemment, le moyen, il est plus intellectuel chez Léonard de Vinci, puisque, d'une part, il va nous tromper avec la ligne d'horizon, puisqu'il va faire un écart important de la gauche vers la droite de la Mona Lisa. Donc là, il nous crée deux espaces différents, avec deux perspectives différentes. Et surtout, ce qu'il va faire, c'est que les yeux de la Joconde sont au-dessus de la ligne d'horizon. Et ça, c'est une révolution à l'époque, parce que seules les vierges, les saintes, dans les portraits, j'entends bien, pouvaient avoir les yeux au-dessus de la ligne d'horizon. En aucun cas, une femme ne pouvait pas avoir ses yeux au-dessus de la ligne d'horizon. Voilà. Donc, parce que la femme n'était pas considérée. Voilà, c'était des codes précis par rapport à ça, par rapport au portrait. Des codes. Ah ben la religion, plein de choses évidemment, puisque au départ c'était des commandes évidemment de l'Église, du clergé, etc., où les saints étaient représentés, et donc il y avait des codes très précis en disant voilà la Vierge, voilà, au-dessus de l'horizon, évidemment, au-dessus de ce monde terrestre, bien entendu. Quand tu dis qu'on crée une nouvelle perspective, donc avec une nouvelle ligne d'horizon, avec plusieurs. Tout ce qui est sacré, ouais. Donc il faut qu'il y ait une nouvelle ligne d'horizon, etc. Voilà, il y a un décalage. Voilà. Donc il y a une création là, de l'artiste. Bien, revenons donc à Tintoret. Alors de son vrai nom, c'est Jacopo Robusti di Tintoretto. Alors son surnom vient de son père Battista Robusti, qui travaillait dans une teinturerie, ou Tintoria en italien. Mais avant d'aborder Saint-Georges et le dragon, vous avez pu voir ici, on va d'abord faire un petit détour auprès de deux autoportraits. Voilà. Voilà, je vous présente donc, voilà, ici, Monsieur Tintoret, peint par lui-même, évidemment, et Monsieur Titien, peint par lui-même. Alors, bien sûr, ils sont contemporains. Donc, Titien est plus âgé que Tintoret, évidemment. Alors, Tintoret va rentrer dans l'atelier de Titien, il ne va pas y rester longtemps. Ben, on a très peu d'indications, bien sûr, au niveau historique à ce niveau-là. En tout cas, bon, il va se fâcher très rapidement, il va partir, parce que pas en accord avec la vision de Titien, qui est cependant un excellent peintre, un très grand peintre, évidemment. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est déjà la prise de position. C'est quand même bon. On a deux vieillards qui se représentent. Hein, ça, c'est déjà intéressant. Et puis surtout dans la conception comme ça, de se voir, de se montrer. Là, vous avez Tintoret qui est de face. Il n'y a aucun artifice. Vous avez le visage de face, avec voilà, sans rien. Et ici, bien sûr, vous avez donc le visage qui est de trois quarts. Vous avez une main ici, l'autre main ici. Vous avez l'amorce de la table, etc. Donc, il y a une mise en situation là par rapport à ici. Donc cette mise en situation, évidemment, il y a une rupture. Il y a une rupture parce qu'on ne représentait jamais un portrait comme ça. Ça, c'est presque un portrait photographique, comme on pourrait faire des portraits, etc. Voilà, exactement, on n'est pas loin de ça. Quoi. Donc là, il y a vraiment une rupture. Alors là, il y a un élan, il y a encore une diagonale, il y a une composition, il y a encore quelque chose, voilà, au niveau de la perspective qui est encore très présent chez Titien. Alors que chez Tintoret, il n'y a plus de perspective, on n'a plus. La photo d'identité, quoi. Voilà. Bah, peu importe quel est le moyen technique après qu'ils ont utilisé, le miroir ou autre chose, ça on n'en sait rien. Là, il n'y avait pas de photographie à l'époque. Non. Mais peu importe ce qu'ils ont utilisé, c'est comment ils l'ont transcrit. Là. Après, les moyens qu'ils ont utilisés, on est incapable de les savoir. Hein. Ça, c'est évident. Alors, évidemment, Tintoret est un fugueux, hein, il est beaucoup plus jeune que Titien, évidemment, donc il a toute la jeunesse, toute la fougue. Et ça, bien sûr, ça va entraîner
au niveau de la technique, des changements extrêmement importants. Alors d'abord, Tintoret est extrêmement influencé par Michel-Ange. Alors dans Michel-Ange, bien sûr, il y a une puissance. Alors là, ce sont les esclaves, hein, pour le tombon des Médicis. Donc là, il y en a une qui est achevée, et puis il y en a deux qui sont pas achevées. Voilà. On est encore dans la naissance de la forme dans le marbre. Hein, on voit des parties qui sortent comme ça de ces structures-là. C'est absolument magnifique, c'est très très beau. Alors bien sûr, c'est pas achevé, mais ça, on s'en fiche, parce que c'est ce qu'on voit actuellement. Alors, on ne peut pas savoir le devenir de ça. En tout cas, c'est resté tel quel. Et ce qui est intéressant, c'est de voir un peu comment Michel-Ange procédait pour faire sortir la forme du bloc. Donc c'est pas une ouverture classique dans le sens où un bloc, on peut le faire sortir progressivement, c'est-à-dire qu'on amène la forme progressivement, alors que là, des parties sont déjà extrêmement travaillées, alors que le reste est à l'état brut. Donc il y a bien une préoccupation chez Michel-Ange qui est assez étonnante, de laisser une partie brute comme ça et d'aller aussi loin dans le détail, dans la forme qui va surgir. C'est pas une esquisse comme ça qui se monte progressivement. On a des noyaux qui arrivent, qui sont déjà très présents dans ce côté extrêmement étonnant du bloc à l'état brut. Et chez Tintoret, on va retrouver ça dans quoi? Dans ces drapés, dans la manière de traiter les drapés qui est d'une violence extraordinaire. C'est carrément des touches de peinture, comme ça. Quand on voit les Tintorets de près, on a une sensation comme ça, extrêmement gestuelle. Alors que le visage va être traité d'une manière beaucoup plus calme, beaucoup plus douce, etc. Mais les drapés vont réagir par rapport à ça. Alors pourquoi? Tout simplement parce que ces tableaux-là étaient destinés aussi à être vus à une certaine distance. Il y a des grands formats qui sont dans des églises à Venise, etc., où on ne peut pas accéder de près. Donc on a une vision assez lointaine. Et donc ces coups de pinceau, on ne peut pas les voir de loin. On a la sensation de quelque chose de fini. Et en fait, pas du tout. On est dans l'ébauche. Et donc, il y a cette situation-là entre. On a une partie qui est complètement amenée, complètement lisse, etc., et une autre partie en contradiction qui est de l'ordre de vraiment de l'ébauche. Et ça crée un contraste, et c'est complètement nouveau quand Tintoret met ça en place, dans la peinture. Et ça va bouleverser complètement l'histoire de l'art. Parce qu'il va aller beaucoup plus vite que les autres. Il est capable de peindre un tableau à une vitesse extraordinaire. Grâce à ça. Donc il y a un effet optique à une certaine distance qui prend en considération. Pour éviter de faire tout ce qui est léché, etc. Vous avez des questions ou ça va? Avant que je continue. J'aurais voulu lire un tout petit passage pour illustrer mes propos. Donc c'est Wolfing, Réflexion sur l'histoire de l'art. Il parle de Michel-Ange. Il est évident que la grandeur des figures chez Michel-Ange dépend à son tour de l'évolution antérieure au cours de laquelle les organes ont acquis des facultés toujours plus synthétiques. De même que la lecture mot par mot se change progressivement en lecture synthétique de la phrase entière. De même, la vision d'ensemble est le fondement nécessaire d'une conception telle que celle des tombeaux médicéens. Certes, rien que le fondement. Il fallait un Michel-Ange pour créer précisément cet ensemble à partir des possibilités formelles d'une certaine étape de la vision. Voilà, ça, c'est extrêmement important. La certaine étape de la vision. C'est-à-dire qu'il prend en considération un mouvement, son mouvement bien sûr, le mouvement du spectateur, la distance du spectateur par rapport à l'œuvre, et grâce à ça, et grâce à cette prise de conscience, à cette nouvelle technique, il arrive à faire des choses. Voilà, beaucoup plus rapide que les autres. Bien, alors maintenant nous allons venir au sujet de la conférence.
Saint-Georges et le dragon. Donc là, je vais vous raconter un peu la légende de Saint-Georges dans un premier temps. Et ensuite, on parlera de l'architectonique de ce tableau. Alors, beaucoup de légendes circulent autour du personnage de Saint-Georges. La plus fameuse et la plus connue est bien sûr celle du dragon. Ce monstrueux animal, ce monstre légendaire, qu'il a vaincu avec son épée et sa force surnaturelle. Saint-Georges était avant tout un soldat. Alors, il existe d'innombrables récits sur la protection qu'il apporta au cours des multiples conflits et batailles qui marquèrent l'histoire. On ne sait presque rien de la vie de Saint-Georges. Ce que l'on en dit, le plus souvent, est issu de l'imaginaire médiéval. La date de sa naissance reste ignorée. Né en Palestine et en Égypte, le culte et la légende qui entoure la vie du saint se propagent en Europe avec les croisés. La légende de Saint-Georges sera adaptée par Jacques de Voragine dans la légende dorée. Alors ça, si ça vous intéresse, c'est, je crois, la Pléiade. Voilà, les éditions de la Pléiade. Donc, un jour, Georges arriva dans une ville de la Libye nommée Silène. Or, dans un étang voisin de la ville habitait un dragon effroyable qui maintes fois avait mis en déroute la foule armée contre lui. Parfois, il s'approchait des murs et empoisonnait de son souffle tous ceux qui se trouvaient à sa portée. Pour apaiser la fureur de ce monstre et l'empêcher d'anéantir la ville entière, les habitants lui offraient chaque jour 2 brebis. Mais bientôt, le nombre de brebis se trouva si réduit que force fut aux habitants de tirer au sort 2 créatures humaines. Des jeunes créatures, bien sûr. Aucune famille ne fut épargnée par ce choix. Et déjà, presque tous les jeunes gens de la ville avaient été dévorés, comme les brebis, lorsque le jour arriva où on désigna, entre autres, la fille unique du roi. Vêtue d'une robe de mariée, attachée à un rocher aux marches de la ville, la princesse attend donc que la mort. Georges pose d'abord une condition avant d'en finir avec le monstre. Évidemment, pas si simple. Il ne tuera le dragon que si le peuple se convertit au christianisme. Contraint, le peuple se soumet à cette demande et on baptisa 15 000 habitants sur le champ. Alors que dans la légende orientale, Georges terrasse tout simplement le dragon avec sa lance, parfois avec son épée, comme tout légionnaire romain qui se respecte dans la légende dorée. L'âme de l'exploit est un signe de croix. Le dragon souleva sa tête au-dessus de l'étang et Saint-Georges, après être monté sur son cheval et s'être muni du signe de la croix, assaillit bravement le dragon qui s'avance vers lui. Il brandit haut sa lance, fit au monstre une blessure qui le renverse sur le sol, et le saint dit à la princesse : « Mon enfant, ne crains rien, et lance ta ceinture autour du cou du monstre. » La princesse fit ainsi, et le dragon, se redressant, se mit à la suivre comme un petit chien qu'on mènerait en laisse. La bête fut ensuite conduite par la princesse jusqu'à la ville, où elle fut décapitée. Alors la suite de ça, suite à la publication des édits contre les chrétiens de Dioclétien, Georges est emprisonné, sa foi ne pouvant être ébranlée évidemment, il y subit un martyre effroyable, dont la roue, etc. Bon. Il survit miraculeusement à tout ça et finit par être décapité comme notre dragon. Voilà. Ça, c'est la fin du martyr, d'où Saint-Georges, etc. Alors, bien sûr, il y a Saint-Georges. Saint-Georges est connu, bien sûr, dans le monde entier. C'est tout à fait étonnant. Il est vénéré en Géorgie, dont il est le saint patron, en Éthiopie, dont il est également le saint patron, en Bourgogne, dont il est le saint protecteur, en Angleterre, où il remplaça Édouard le Confesseur en tant que saint national lors de la fondation de l'ordre de la Jarretière par Édouard III. Le drapeau anglais porte d'ailleurs la croix de Saint-Georges en son centre. En Israël, où son tombeau est vénéré à Lydda, chez les scouts, dont il est le saint patron, chez les Grecs, qui lui ont donné le nom de grand martyr, à Beyrouth,
dont il est le patron avec un monastère remontant au IVe siècle, en Russie, qu'il a adopté comme principal emblème de ses armoiries et où le premier désordre militaire porte son nom, voit Ordre de Saint-Georges. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, une division de l'armée rouge, constituée sous le patronage de l'Église orthodoxe, porta le nom de Saint-Georges. En Bulgarie, où il est le saint patron de l'armée bulgare. À Gênes, Venise et Barcelone, dont il est un des saints patrons. En Espagne, il est aussi le saint patron de l'Aragon et la Catalogne, dont il est le saint patron et où la principale décoration, le creux de Saint-Jordi ou croix de Saint-Georges, porte son nom. Bien qu'il soit aussi vénéré comme saint patron par quelques villes espagnoles importantes dans d'autres régions autonomes du pays, telles que Alcoy ou Cáceres. En Serbie, Balkans, dans les communautés slaves du Sud, comme les Serbes, la Croatie, le Monténégro, Macédonien, Serbie, fête le 16 novembre en référence à Saint-Georges de Lydie et Rhomes. Il est fêté aussi le 6 mai et marque le début du printemps. En Suisse, où il est le saint patron de la commune de Chermignon. Dans toute la chrétienté en tant que patron des chevaliers, parce que les chevaliers avaient donc la croix de Saint-Georges comme emblème, par les frères de l'ordre du Temple, par les membres de l'ordre teutonique, dont il est le saint patron, ainsi qu'au Portugal, où il est préféré à Saint-Jacques. En Belgique, saint patron des gendarmes à cheval. Dans l'armée blindée, cavalerie française, qui a pour devise « Et par Saint-Georges ». Représenté sur la bannière des dauphins de Viennois, dont le cri de guerre était « Saint-Georges et Dauphiné ». Voilà un peu tout ce côté énorme, la répercussion que ça a pu avoir. Alors bien sûr, ce qui est étonnant, c'est qu'après, bien sûr, il y a des peintres qui vont représenter évidemment Saint-Georges et le dragon, ça c'est une évidence, mais pas seulement des peintres. En 1983, la pochette de l'album Confrontation montre Bob Marley, tel Saint-Georges, combattant un dragon. Plus récemment, en 2010, aux Pays-Bas, le parc d'attractions Efteling ouvre un parcours de montagne russe en bois à double voie appelé Joris and the Draak, excusez-moi pour l'accent, Georges et le dragon. Voilà. Et donc après on passe quand même, bon c'est intéressant parce qu'on passe d'un côté la peinture, etc., qui représente ce mythe-là. Ensuite, certains musiciens qui vont l'adapter, donc c'est toujours dans le sens créatif. Et puis après, très vite, on passe à un côté plus ludique. Voilà, parc d'attractions, etc. Donc on change d'époque, là. En 2010, là, on est parti sur autre chose. Ouais. Bien. Alors, revenons au tableau du Tintoret. Donc il se trouve au National Gallery à Londres. C'est une huile sur toile aux dimensions suivantes, 157,5 cm par 100,3 cm. Bon, c'est pas une toile énorme, hein, c'est petit. Bien. Alors maintenant, j'aimerais que vous observiez un peu l'effet courbe, ce que j'appelle des ondes de choc. Vous avez... Ouais, alors vous avez bien sûr on ne le voit pas très bien sur la production, mais ici il y a Dieu là, dans le nuage. Là. On ne le voit pas, il a disparu, mais enfin il y est. Bon, là vous avez l'effet courbe forcément par le support déjà, qui est là. Ensuite bien sûr vous avez des courbes qui vont se rappeler ici avec Saint-Georges, qui vont suivre ici, avec le premier cadavre ici, et puis bien sûr avec la princesse qui revient ici. Donc vous avez un effet d'onde en fait, comme ça, qui se répercute du haut vers le bas, des ondes d'onde de choc, en fait, un tsunami, en fait, puisque le but, en fait, là, ce qui se passe par rapport à Saint-Georges, c'est que Saint-Georges est très occupé avec le dragon et la princesse se tire, quoi. Part comme ça, elle essaye vraiment de se barrer, quoi, parce que bon, la scène est quand même assez épouvantable. Ça fait ricocher. Voilà, exactement, ça fait ricocher. Donc, alors, Tintoret, très fort, parce qu'il nous dit dans un premier temps, bon, la scène est horrible, etc. La princesse se tire, mais en fait, elle ne peut pas se tirer, quoi. Alors, pourquoi elle ne peut pas se tirer? Pourquoi elle ne peut pas sortir du tableau? Parce que tout simplement, vous avez un rapport assez intelligent. Bon là, c'est vrai qu'on
Je suis désolé, la reproduction n'est pas bonne. Mais en tout cas, ici, vous avez un noyau, ici qu'on ne voit pas, hélas, qui est dans les côtés jaunes. Après, on va dans les bleus, etc. Les bleus sont un peu visibles ici, mais le jaune n'y est plus. Et qui rappelle étrangement ce noyau-là. Au niveau intensité, vous avez la même intensité ici que là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tintoret nous dit, bon, elle se tire, elle se casse, elle disparaît. Eh bien non, elle est rattrapée par Dieu, évidemment, qui la remet en scène. Et puisque ici c'est le dernier plan, hein, puisqu'on est dans le ciel, ici c'est le premier plan. Donc le dernier plan et le premier plan sont au même niveau, donc annule l'effet de fuite au niveau de la couleur. Hein, puisque ça nous ramène, bien sûr, au dernier plan. Donc ça, voilà. Alors, bien sûr, dans ces courbes-là, nous avons des tensions différentes. Nous amène progressivement vers une tension différente. Donc, vous avez cette première courbe qui n'est pas visible, hélas, mais enfin bon, peu importe, elle suit en fait le contour du tableau. Vous avez la courbe, bien sûr, du cheval avec le dragon, une partie du dragon. Ensuite, vous avez ici une courbe de tension ici. Alors, pourquoi une courbe de tension ici? Déjà par un écart de valeur, évidemment, qu'on n'a pas ailleurs. Et puis surtout aussi, donc, cette courbe de tension appuie donc la mort ici, hein, le cadavre du jeune homme. Et cette courbe-là vient comme ça se tendre, et vous avez une diagonale ici avec le tronc d'arbre. D'accord? Alors cette diagonale, elle a un rôle bien sûr extrêmement important, puisqu'elle va tendre cette courbe, hein, optiquement. C'est-à-dire qu'en fait, en amenant ici quelque chose, on va déployer ça et on va tendre cette courbe ici. Et le fait qu'on tende cette courbe, on amène un instant dramatique, évidemment, puisqu'il y a la mort juste après. Et ensuite, donc, cette courbe va se développer, bien sûr, par rapport au drapé de la princesse. Et puis surtout, voilà, autre emprisonnement, c'est-à-dire qu'en fait, le drapé là enserre complètement le bleu. Hein, donc le rouge, là, elle est prise dans ce drapé-là. Donc la fuite est empêchée par cet espace-là, qui nous rappelle toujours l'espace du ciel. Alors, autre chose aussi, au niveau de la fuite. Donc, nous avons un déploiement contraire en dehors et en dedans de la composition. Mais ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Parce qu'il y a encore un autre effet de surprise, mais que je vous dirai tout à l'heure. Donc, cet effet-là, annulé par l'effet chromatique. D'accord? L'effet de fuite. Ensuite, vous avez quand même une prise de risque qui était absolument incroyable à l'époque, c'est de nous mettre... Bon là, c'est dans les orangés, mais c'est plus dans les rouges, en réalité. Donc, plus une couleur primaire ici. Et ça, on est dans un bleu de Prusse. Voilà. Bon. Vous avez deux couleurs primaires, en fait. C'est pas une primaire ni une complémentaire. Je parle de la princesse, pour l'instant. Donc, vous avez deux espaces chromatiques identiques. C'est-à-dire que si vous prenez à peu près les bleus et les rouges, grosso modo, vous êtes dans un même espace. Vous avez la même quantité d'espace. Et ça, bien sûr, c'était considéré comme étant une faute de goût énorme, puisque mettre deux couleurs primaires au premier plan identiques, ça commence à faire beaucoup. Ça fait quand même beaucoup. Il faut quand même pouvoir le digérer, cette histoire-là. Alors, il nous fait ça. Pourquoi là? Pourquoi il nous fait cette histoire-là? Ça, c'est quand même curieux. Deux couleurs primaires. Bon. Eh bien, qu'est-ce qui se passe après, évidemment? Donc, je vous ai parlé de la tension, etc. derrière. Mais ces deux couleurs primaires, évidemment, on les retrouve. Alors, vous avez ici dans Saint-Georges un autre rapport, et dans le bleu ici. Là aussi, la reproduction n'est pas bonne, je suis désolé, mais bon. Vous avez une égalité entre ces deux masses ici. Sauf qu'elles ne sont pas collées. Là, ici, elles sont collées, et ici, elles s'ouvrent. Donc, on a un effet de ricochet dans cette fuite. Regardez bien sa main, comme ça. Comme si elle bute là, sur quelque chose. Elle bute sur l'impossibilité de fuir. Et donc, comme elle ne peut pas fuir, c'est comme une balle qui va cogner contre un mur, elle va rebondir. C'est-à-dire que là, en fait, avec cette ouverture chromatique, on amène un triangle, comme ça, ouais, dont la pointe est ici et qui va là-bas, et elle ressort. Alors, elle ressort, bien sûr, elle ressort par Saint-Georges, qui est quand même le dénouement. C'est la scène principale, mais en fait, cette scène-là, elle vient bien après. Entre le ciel et elle, Saint-Georges vient en troisième. Donc, on repart comme ça, vers quoi? Vers la ligne d'horizon, qui est un repos, en fait. Hein, entre ces courbes, ces tensions, ces triangles, etc., un repos nécessaire. Et après ce repos nécessaire, évidemment, on a une fameuse diagonale ici. Ça représente la ville fortifiée. Voilà.
on repart ici comme ça, et on arrive évidemment sur Dieu qui est là, en noyau principal. Mais c'est quand même une représentation classique, parce que tu as Dieu d'un côté, l'humain terrestre de l'autre, Oui. et tu as Saint-Georges qui est mandaté par Dieu Oui. pour venir sauver Tout à le fait. terrestre. Donc tu te retrouves dans une logique, un classicisme. Oui. Sauf que les moyens ne sont pas classiques. Le déroulement l'est, mais le moyen n'est pas classique. Donc vous avez Dieu qui arrive là, et qu'est-ce qui se passe? Vous alignez Dieu, Saint-Georges et la princesse. Et à ce moment-là, vous avez un point de fuite. Voilà. Donc sur l'apparence comme ça, extrêmement, bon, on voit effectivement une princesse, un cheval, voilà, un chevalier, le dragon, etc. Mais vous avez toute une histoire qui se raconte derrière. C'est-à-dire que c'est pas si simple que ça, la fuite qui n'est pas une fuite, qui est renvoyée. Et on ne peut pas échapper à cette histoire de Trinité-là. Donc le pape aurait volontairement placé tous ces personnages comme ça. C'est volontaire. Il faut arrêter de prendre les papes pour des abrutis parce que ils réfléchissent, quoi. Je veux dire, ils ont quand même une idée. Non, mais ils ont quand même une idée ils peignent quand même un certain temps sur un tableau. Non, mais ils peignent un certain temps sur un tableau. Et comme ils peignent un certain temps sur un tableau, ils réfléchissent un certain temps sur ce tableau, quand même. Et à partir du moment où il y a réflexion, il y a des tas d'études qui se mettent en place. En plus, bon, c'est des histoires de commandes, etc. Donc il y a tous des critères qui sont extrêmement importants. Je veux dire, quand Léonard de Vinci fait la Joconde, s'il met les yeux au-dessus, à mon avis, il l'a voulu, quoi. Il n'a pas dit, bah merde, je me suis planté, j'ai fait les yeux au-dessus, il faut que je recommence, quoi. Non, c'est voulu. C'est pas rien, c'est toute une histoire derrière tout ça. Son rouge et son bleu l'un à côté de l'autre, il a vraiment voulu transgresser les règles de l'époque. Absolument. Et la fille dans l'histoire, la fille du roi, quand on raconte l'histoire, elle est Oui. blanche. Comment? La fille, je dis dans l'histoire que vous nous avez racontée. Oui. La fille est en blanc dans l'histoire. Non, robe de mariée. Mais bon, à l'époque, je suppose que les robes de mariée, c'était pas forcément la robe blanche, quoi. Hein? Ou alors, à moins que Tintoret ait transgressé encore ça, je ne sais pas. Il faudrait se renseigner, mais c'est possible, hein, je ne sais pas. Je pense qu'il n'a pas transgressé, il a voulu donner cette vision de Saint-Georges envoyé par Dieu pour sauver les terrestres. Donc il les met avec les mêmes codes. Voilà, on va autre code. Vous allez voir, Saint-Georges et le dragon, toujours. Uccello. Alors c'est la même histoire, mais c'est raconté autrement, hein, complètement autrement. Voilà, c'est tout à fait une autre histoire. Vous avez bien vu tout à l'heure dans Saint-Georges et le dragon, par Tintoret, qu'il y a quand même un déroulement chronologique, hein, entre Saint-Georges qui s'occupe du dragon et la princesse qui essaye de se tirer. On comprend la chose. Là, la princesse, elle est extrêmement calme. Hein. Elle est debout. Et ce qu'on voit pas très bien, c'est qu'elle a une petite corde ici. Elle tient en laisse le dragon. Ouais. Parce qu'il devrait venir après, alors que lui, il est en train d'essayer de le tuer, hein, de le mettre à bas. Donc là, au niveau de l'espace-temps, c'est assez curieux, parce que vous avez la scène, en fait, résumée dans une seule image, où on voit Saint-Georges terrassant le dragon, et ce qui devrait suivre après, où c'est la princesse qui lui met la corde autour pour le ramener, etc., et bien tout ça est dans un même espace. Voilà. Donc là, il y a une absence de chronologie par rapport à ça, qui est assez étonnante. C'est peut-être pas la même histoire. Non, mais il n'y a pas aussi de notion de drame. Il n'y a pas de drame là. C'est fini. Enfin, je veux dire, l'affaire est conclue. Enfin, oui, là, l'affaire est conclue. Oui. Voilà, l'affaire est conclue. Voilà. Il y a une fuite, il y a quelque non. chose qui se passe. Non, tout à fait. Au Au niveau de la composition, c'est très calme, hein, comparé à Tintoret, où c'est beaucoup plus... Derrière le nuage, là. Ah ben là, on a quelque chose qui se passe là, quand même, qui est l'état de surveillance. Ouais. Il y a un œil. C'est un œil. C'est pas c'est un regard. Enfin bon, il y a quand même le rouge et le bleu quand même qui sont utilisés. Oui. C'est vrai. Oui. Ils utilisent, enfin bon, en moins. En tout cas, l'intention n'est pas la même. Hein, dans les deux tableaux, on comprend bien qu'il y a une intention différente. Avec une histoire commune, mais l'intention est complètement différente.
Là, ce qui prime, c'est la grande diagonale. Hein. Après la diagonale, on n'a pas... Il y a tout ce qui se passe au-dessus et en dessous. Quoi, hein. Voilà. Moi, ce qui me plaît, c'est quand même l'air serein de la princesse. Incroyable. Elle a confiance. Elle a confiance, hein. Ah, mais Saint-Georges était occupé à autre chose. Oui, mais c'était peut-être sa vision. Ouais. Bon, là, on n'est plus chez, bien sûr, Saint-Georges et le Dragon. Mais nous sommes toujours chez Tintoret. Tintoret en haut, évidemment. Et oui, Et Léonard de Vinci en bas. C'est la scène. Hein. Et là aussi, vous voyez la différence entre ces deux scènes. Léonard de Vinci, vous avez une stabilité extraordinaire par rapport à ce qui se passe. Le Christ au centre, évidemment. Les apôtres qui déploient comme ça des mouvements étonnants. Là, il y a une très belle phrase d'ailleurs de Goethe que je vais vous lire concernant la scène de Léonard de Vinci. Attends, il faut que je retrouve. 76. Ah, voilà. Le premier grand exemple nous est fourni par la scène de Léonard avec cette tête d'apôtre dont Goethe dit à juste titre qu'il ne s'agit plus, comme avant, de personnes individuelles, mais de catégories humaines. Et là, c'est frappant. Quand vous voyez ce qui se passe dans ces groupes de personnages, hein, vous avez cette histoire-là de catégories humaines qui se mettent en place. C'est-à-dire que ce n'est plus un individu qui va être important dans les apôtres. Hein. Le Christ, lui, reste en dehors de tout ça, bien entendu. Mais les groupes de personnages réagissent les uns par rapport aux autres. Non pas comme individus, mais comme groupe. Alors ça, bon, ça paraît être pas grand-chose, hein, ça paraît être une petite invention, quoi. Mais qu'est-ce que vous avez après? Qu'est-ce que vous avez après chez Malevich, par exemple? Quand vous avez le carré blanc sur fond blanc, qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire-là? Ça veut dire que le carré en tant que forme disparaît dans le fond blanc. Donc vous avez la même interprétation de cet élément figuratif qui va disparaître dans son fond. De même que là, il n'utilise plus la figure en tant que figure, que représentation, mais groupe d'individus qui vont jouer leur rapport les uns par rapport aux autres, tout ça pour donner quelque chose, bien sûr, à la scène centrale et au Christ, etc. Donc il y a un mouvement qui s'opère par rapport à ça, qui a été repris par les abstraits énormément dans la géométrie, etc. Donc de nous dire que voilà, on est bien sûr dans une conception géométrique, mais pas dans la forme géométrique. Voilà. Donc on n'est plus dans ce côté uniquement de la figure géométrique, puisque la figure va pouvoir devenir peinture, et va pouvoir réagir, à partir du moment où elle n'est plus représentative de la figure. Tintoret. Alors lui, c'est complètement différent, vous voyez. Pourtant, la scène c'est toujours le Christ, hein, est quasiment centrale, hein, il n'y a pas une grande différence dans l'intention. Mais, regardez un peu ce qui se passe. Alors ici c'est des espèces de zombies qui viennent perturber la chose, c'est complètement surréaliste, ça, c'est des espèces de fantômes qui viennent comme ça. Et puis vous avez toute une scène extrêmement compliquée, perturbée, qui vient tourner autour de tout ça. Mais vous n'avez pas le côté stable ici, du bas. En bas, on est vraiment dans une grande stabilité, une perspective monofocale évidemment, avec point de fuite, etc. Et puis donc une géométrie impeccable, etc., qui va complètement aller dans ce sens-là. Mais là, la perturbation vient des groupes de personnages, d'accord, qui viennent perturber cet élément apparemment rigide, qui est cette géométrie. Là, ici, la géométrie, on la sent, bien sûr, puisqu'il y a la table ici qui nous amène vers un point de fuite. Mais autour de cette table-là, vous avez des espèces de volutes qui sont faits par les personnages, les espèces de fantômes qui sont autour, et qui viennent comme ça amener d'une manière circulaire le point ici. Vous voyez? Donc là, on est plus proche, après, d'un Rubens avec les courbes et contre-courbes, et avec cet élément comme ça, là, extrêmement dynamique, et qui entraîne des tas de choses. Donc ça, c'est une vision particulière, qui va faire école par la suite, évidemment. Hein, puisque après, on va chez Rubens, et après, on peut très bien aller courbe contre courbe chez Van Gogh, dans le traitement, par rapport à sa couleur, par rapport à ses accents qu'il va mettre. Donc il y a quelque chose qui est montré ici, et qui va avoir des conséquences plus tard,
Ici, on est plus, bien sûr, dans l'abstraction. Les suites logiques de ça, et par rapport à Léonard de Vinci, c'est plus une idée d'abstraction, puisque là, on est dans une scène très bien géométrique, parfaite, et les éléments de personnages là viennent perturber tout ça. Le message n'est peut-être pas le même, parce que Tintoret, dans ce tableau-là, il y a la lumière divine qui est en haut, qui éclaire la scène. Non, ce sont les personnages. C'est toute la différence. Complètement différente. Là, je crois qu'on a un bon résumé de la différence entre l'art figuratif et l'art abstrait. Voilà. Alors, voilà, là je vous montre ça. Donc là, vous avez toujours Tintoret, évidemment, en relation avec Rubens. Voilà. Ça, c'est la Libération d'Angers. Hein, voilà. C'est au Louvre. Il y a toute une salle au Louvre, tous des Rubens, comme ça, ils sont magnifiques. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, on va revenir au côté architectonique, parce que c'est ça qui est intéressant dans ces deux tableaux. Il y a aussi deux intentions différentes, puisque, à première vue, on a cette idée-là de fuite impossible qui revient, qui est balancée, etc. Et puis là, c'est tout l'inverse. Là, vous avez une sortie extraordinaire, une sorte d'uppercut incroyable, puisque vous avez donc, en prolongement bien entendu de ce personnage-là, vous avez quoi? Pour donner une tension, là la tension de l'arbre par rapport à la courbe, et par rapport à cet élément qui va à l'envers de ça, qui donne la courbe. Là vous avez ce visage. Là c'est fulgurant, c'est comme un coup de poing. Là vous avez le visage qui ne bouge pas. Donc ce visage-là va donner une tension supplémentaire. Si tout allait dans le même sens, évidemment la tension serait moindre. Là, il y a un arrêt brutal. Après, c'est repris par ici. Et c'est repris par le bras de la femme ici, qui est juste derrière. Donc on passe derrière comme ça. Et après, bien sûr, on sort du tableau. Mais là, il n'y a pas d'effet de rebond, comme chez Tintoret. C'est-à-dire que là, la sortie, elle est directe par rapport à la diagonale. Bien sûr, le décor est extrêmement important, oui. Tout à fait, oui. Ben là, comme chez Tintoret, le décor est important dans ces espèces de courbes de niveau, en fait, hein, qui nous donnent cette sensation-là, quoi. Encore une fois, c'est pour revenir à cette histoire donc de technicité, c'est-à-dire que l'artiste, en fait, par rapport aux contraintes qu'il peut avoir, parce que les contraintes sont les mêmes, on est toujours dans la perspective monofocale, hein, qu'on soit chez Tintoret ou chez Rubens, sauf que du temps a passé entre les deux, évidemment, parce qu'ils ne sont pas contemporains. Mais on est toujours dans cette problématique-là. Et qu'est-ce qu'on fait avec une technique pareille? Voilà, on peut faire des choses multiples parce qu'on l'utilise d'une manière différente. On peut jouer au billard, au rebond chez Tintoret, ce qui est souvent le cas, donc après ça nous amène après dans les courbes, contre-courbes, etc. Ou on peut jouer comme ça dans une direction, une sortie du tableau, hein, puisque là c'est la libération, donc la libération, voilà, il y a quelque chose derrière, évidemment, pour mettre en place cette libération-là, c'est-à-dire qu'on sort de ça, on sort de cette histoire-là, et donc le peintre va se servir donc, de cette force de la diagonale, avec mille astuces, bien sûr, pour nous dire que là qu'on sort enfin de cette contrainte historique. Des questions? Arrêtez, t'as pas de questions, ça m'étonne. C'est perturbant parce que là, quand je monte un tableau où je suis dehors et je vais me monter un truc comme ça un peu aléatoire, où là c'est un travail vraiment de réflexion fondamentale avec tout un tas de données, c'est complètement dans une dimension différente. Ouais. Donc, tu vois, quand je reprends une composition et puis je vais sur des chevaux, je n'ai pas tout ça qui se met et que je pourrais faire finalement. Et ça me demanderait de changer tout mon tableau, enfin toute ma composition pour refaire un chemin, une histoire. Et je me dis, mais effectivement, c'est pensé qu'on ait des blocages dans notre travail. Non, mais ça fait réfléchir, quoi, je veux dire, dans la composition à l'état pur, dans ce qu'on peut faire.
Oui, et puis l'importance de ça. L'intention que l'on donne à ça. Parce que c'est ça aussi qui est important. C'est pas l'histoire de composer pour composer, hein. C'est dans la composition, quelle intention on va donner à ça. Et ça, j'insiste justement pendant les cours, c'est sur cette intention-là. Parce que la composition doit avoir quelque chose à voir, bien sûr, avec ta propre technique. Oui. L'arbre qui est tendu par l'arbre, qui est tendu là. Oui. Et juste une ligne, quelque chose que je disais, que je cherchais ça là. Il faut le tendre de l'autre côté, des deux côtés. Oui. Et bon, il y a l'arbre, qu'est-ce qu'il faut tendre de l'autre côté? C'est le rapport chromatique. Le fameux triangle qui s'ouvre et qui accentue l'effet de tension. Oui. C'est à la fois la ligne, à la fois la couleur. Là, à cette époque-là, on n'avait pas encore séparé le problème de la ligne et de la couleur. Les deux fonctionnaient ensemble. Hein. C'est qu'après, dans l'art moderne, qu'on s'est posé la question à savoir si on devait aller vers la couleur ou vers la ligne. Voilà. À partir de Cézanne. Voilà. Alors, quand je parlais tout à l'heure, je reviens à cette phrase qui paraissait un peu étrange, que je vous ai lue tout à l'heure, le déploiement contraire en dehors et en dedans de la composition. Alors, vous comprenez ce que je veux dire? Là, on n'est pas dans un déploiement contraire par rapport à Tintoret, tout à l'heure. Hein, puisque on a, là, ici, Tintoret aurait pu se contenter de dire, bon, voilà, elle fuit. Très bien, tout à fait compréhensible. Hein. Mais non, elle ne peut pas fuir. Là, il y a quelque chose qui me choque par rapport à... Alors, est-ce que c'est ta photo, ta reproduction, ou est-ce que c'est le tableau qu'on dit? C'est la composition, quand tu vois cette fuite, le triangle donc, qui pointe vers le haut, il y a un personnage qui est en dehors du triangle, par son intensité. Le personnage de gauche. Celui-là? Oui. Ouais. Il est en dehors du triangle. Il est à contresens par rapport au triangle. Oui, tout à fait. Mais, alors, il ne faut pas le considérer comme étant un triangle. Il faut le considérer comme étant une ligne de tension. Et donc, cette ligne de tension va reporter, bien sûr, les colonnes sont là. Et lui, il est dans le prolongement des colonnes. Donc, il appuie la ligne de tension, en fait, par rapport à ça, tu vois. Quand on part ici, comme ça, on prolonge, il est en appui. Il est à la fois colonne, donc il tend cette fameuse ligne. Voilà, tout à fait. Voilà, parce qu'une ligne dans l'espace comme ça, qui n'est pas amenée, évidemment, a beaucoup moins de puissance que si elle est amenée par des éléments extérieurs qui vont faire que cette ligne va se tendre. Il est bien en dehors de la scène. Absolument. Mais il est dans le décor, en quelque sorte, par rapport à cette histoire-là, mais il soutient complètement l'attention. Et donc, pour conclure, je vais vous lire un passage assez intéressant. Enfin, après, il peut y avoir un débat. Hein, Alors, c'est très intéressant. Voilà. Le danger pour l'art, c'est très contemporain cette histoire. Hein. Le danger pour l'art qui consiste à dégénérer en aboutissant à l'insignifiance, se conçoit aisément. Or, le secret des grands maîtres consiste précisément à montrer le typique dans ce qui est résolument individuel. Typique dans ce qui est résolument individuel, c'est l'histoire de Léonard de Vinci, la scène, etc., avec les groupes de personnages. Là, on est dans quelque chose de typique. Voilà. Je vous la relis. Le danger pour l'art qui consiste à dégénérer en aboutissant à l'insignifiance, et ça c'est génial, se conçoit aisément. La rupture, il annonce quelque chose de terrible, puis il dit, bon en fait ça se conçoit, il n'y a pas de problème. Or, le secret des grands maîtres consiste précisément à montrer le typique dans ce qui est résolument individuel. Donc, voilà, dans la perception que l'on a des choses, on a une perception, bien sûr. L'artiste va donner quelque chose, va donner une perception, va donner une sensibilité, va donner un point de vue. Comme l'historien d'art va donner son point de vue. Mais ce qui est intéressant
dans cette confrontation-là, c'est que le point de vue de l'historien d'art peut être de manière chronologique, va être d'une manière, on va dire, on va mettre des ismes, par exemple, que c'était le cas avec les impressionnistes ou cubisme, etc. Donc on peut les enfermer comme ça dans des groupes. On va enfermer les individus, les peintres, dans des groupes, d'accord, pour donner une explication. C'est plus facile, quand on les enferme, de donner une explication. Et puis, il y a d'autres historiens d'art, comme Wolfing, comme Gombrich, etc., qui vont remettre ça en cause. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est être historien d'art à leur époque, parce qu'ils sont tous les deux décédés, hein, c'était au début donc, du XXe siècle, première moitié du XXe siècle, mais c'est vrai pour des gens comme Arras aussi, plus récents, etc. C'est se positionner par rapport à ça. C'est pas essayer de faire des classes et puis après d'expliquer telle chose chronologiquement, etc., que là, il y a eu ça, donc après, il y a ça, et après, il y a ci, etc. C'est de montrer quelque chose, d'avoir un concept sur quelque chose, mais ça ne suffit pas d'avoir un concept. Encore faut-il que ce concept-là, il faut le vivre. Ça, c'est ce que dit Stigler. Il faut vivre ces concepts. Voilà. Et quand il faut savoir que des grands historiens d'art, il n'y en a pas des tonnes, évidemment, mais quand des historiens d'art en sont arrivés à ce stade-là, les dates n'ont plus d'importance. Ce n'est plus une accroche possible, les dates. Ça devient au contraire des béquilles qu'il faut absolument se débarrasser. Parce qu'ils sont dans cette mouvance-là sur la totalité, sur leur vision par rapport à ce qui se passe. Donc ça, c'est une explication. Et l'autre explication qui est extrêmement intéressante, c'est par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure en début. Donc, par rapport donc à Champ d'œuvre, hein, donc cet artiste qui va mettre des tableaux qui ne devraient pas être en face l'un de l'autre, puisqu'ils n'appartiennent pas du tout à la même époque, et le choc qui va se passer entre ces deux œuvres-là va nous donner une explication, quoi qu'il arrive. Puisqu'on va créer une sensation, une sensibilité particulière par rapport à ça. Et donc on va avoir un regard différent par rapport à ça. Et la peinture, c'est pas seulement des ismes ou des dates, on travaille sur une matière vivante, comme je disais tout à l'heure, en début de conférence, et cette matière vivante-là, c'est le ressenti aussi que l'on a face aux œuvres d'art. Parce que les peintres sont morts depuis longtemps, hein, quand on voit les maîtres anciens, mais leur œuvre continue de vivre, et les sensations que l'on peut avoir face à un chef-d'œuvre demeurent là, présents. Donc c'est assez étonnant, c'est qu'on voit une matière vivante, on n'est pas dans quelque chose qui est défini. On est dans l'indéfini quand on parle de peinture. On ne peut pas être dans des choses définies. Il y a quelque chose de mouvant, il y a quelque chose qui se passe sans arrêt. Et il suffit de provoquer quelque chose avec un autre artiste à côté, de mettre en relation tel tableau avec un autre tableau, pour provoquer encore des sensations nouvelles par rapport à ça. Et une explication différente. Et d'ailleurs, peu de musées osent le faire, hein, de provoquer comme ça des tableaux, etc. Un tableau par rapport à un autre, d'une époque complètement différente pour nous éclairer. Après, il y a des provocations gratuites par rapport au lieu, le Louvre. On va mettre un Soulages au Louvre, parce que bon, il faut bien un grand peintre français en France aujourd'hui. On va quand même pas se passer d'un grand peintre français, donc on va se dire, Soulages est un grand peintre français, on le met au Louvre. Face... Le but n'est pas le même. Voilà, c'est pas le même, quoi. C'est le marketing, ça, c'est dire, oui, on récupère un peintre. Mais c'est pas une provocation purement esthétique entre deux tableaux et gratuite. Voilà. Moi, je me souviens de la fameuse cour. Je pensais de mettre le petit point qui t'avait cherché avant le carré. C'est génial. Ça
Ah, bien sûr. Ouais. C'est ce que la presse pour tout, hein. Ça nous fait tout ce que tu nous dis, ça bouge. Bien sûr, mais tout bouge. Oui. Ça, c'est la vision, je veux dire, c'est l'évolution de la vision qu'on a à la lecture de l'art. Hein. Malraux, dans le musée imaginaire, c'est ce qu'il dit. Je veux dire, cet imaginaire des peintres classiques, il les place même en avant sur la scène contemporaine. Tout à fait. Hein. En disant que c'était du moderne. Ouais. Voilà. Oui, tout à fait. Parce ils sont toujours modernes. Oui, bien sûr. Par rapport aux contraintes techniques de l'époque, si tu veux, ils ont réussi à jouer avec ces contraintes-là, en s'en servant comme une sorte de propulsion, en fait, par rapport à leur propre créativité, quoi. Ils n'ont jamais subi la contrainte, en fait. Ils ont toujours été novateurs par rapport à cette contrainte-là. Ils sont toujours arrivés, par rapport à leur commanditaire, à faire passer un certain nombre de messages Bien sûr. que le commanditaire, forcément, n'interprétait pas de la même manière. Évidemment. Que nous, contemporains, on est capable d'interpréter. Bien sûr. Bien sûr. Puisqu'ils ont même retrouvé des tableaux qui étaient exposés d'une manière très très haute dans des... Comme ça, c'était le cas en Italie. Hein. Donc il y avait des détails qui n'étaient pas visibles pour celui qui regardait le tableau. Et c'est grâce d'ailleurs aux nouvelles technologies, hein, photographie, on a pu zoomer dessus, etc., faire des trucs, et on s'est aperçu qu'il y avait des trucs complètement délirants. Hein. Il y avait une boutonnière qui était ouverte, il y avait un rayon de lumière qui passait là-dedans, qui allait vers le sein, enfin bon, des trucs qu'on ne voyait pas. Quoi. Et voilà. Il y avait des choses extraordinaires qui passaient. Et ça, aujourd'hui, on le découvre. Ça veut dire que l'œuvre, elle vit toujours. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, Marie-Hélène, tu veux dire quelque chose? Non, mais bon. Si, vas-y. Non, mais parce que je pense qu'effectivement, c'est que il y a un académisme, ils sont tous passés par la même école, il y a des perspectives, et ainsi de suite. Ça, tu sais que l'histoire... Je ne sais pas. Oui, enfin, la perspective, elle est arrivée à un moment donné, évidemment, elle est arrivée. Mais peu de peintres y ont adhéré. Il y avait une école à Florence qui y adhérait, Venise n'y adhérait pas du tout. Donc après, ça a mis du temps pour occuper le monde entier par rapport à ça. Oui, même à Florence, il y en a qui étaient. Enfin, bien sûr, bien sûr. Qui étaient, je n'avais pas à faire. Comme il y a des peintres qui sont complètement, si tu veux, par rapport à la technique d'aujourd'hui, qui ne veulent pas en entendre parler. Que ce soit les ordinateurs et compagnie, qui lisent pas, quoi, hein, parce que ça fait peur. Après, c'est comment on utilise la technique en tant que créateur, quoi. Voilà. Oui, bien sûr, mais comme tu les mets en relation, effectivement, un artiste qui a la foi dans ce qu'il est en train de faire, il va regarder ce qu'a fait son prédécesseur, donc il va détailler avec l'œil d'un peintre, donc lui il va regarder ça comme ça, et ainsi de suite. Tout à fait, Ensuite après, finalement, le transposer, enfin, disons, se dire non, moi j'ai pas envie de faire ça dans ce sens-là, et il va s'appuyer sur ce qu'a fait l'autre pour pouvoir justement se dépasser. Il va... Parce qu'il comprend bien la technique de l'autre, il voit bien comment il a fait, comment il utilise les matières, la façon dont il a mis les couleurs et tout, il se dit, mais comme tu dis, lui il est jeune, tel fou, donc il a envie de créer un autre espace, parce que lui il se sent différemment, donc il va au-delà de ce qu'a fait l'autre, mais tout à fait. je veux dire, c'est aussi, c'est bien, je pense que c'est logique, quelque part, ça. Oui. Tu utilises bien le travail de l'autre pour pouvoir justement te dépasser toi, aller au-delà, donc tu es complètement dedans, quoi. Je pense surtout que les peintres à l'époque avaient surtout une obligation de résultat. Ils étaient confrontés à un dilemme, leur personnalité, leur propre réflexion par rapport à la commande, et l'obligation de satisfaire au commanditaire. Donc il y avait cette dualité qui faisait que quelque part il se sentait enfermé dans sa commande, mais celui qui avait vraiment un talent l'a dépassé, et c'était dans toute cette subtilité de l'œuvre qu'il le dépassait. Alors ça, c'est très intéressant parce que c'est vraiment la rupture entre le Moyen-Âge et la Renaissance. C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, le peintre n'existe pas en tant que peintre, c'est plutôt un artisan qui est au service justement des commanditaires.
Donc là, effectivement, le commanditaire là, a un pouvoir extraordinaire, puisqu'il peut très bien changer de peintre, hein, puisqu'ils ne sont pas considérés comme étant des artistes et des grands artistes. Après la Renaissance, ce qui change, ce sont les peintres qui vont prendre, bien sûr, une importance extraordinaire. Et c'est là, les commanditaires qui viennent voir les peintres, presque à genoux, leur demandant est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi. Mais alors là, plus question de dire, voilà, est-ce que ça vous convient ou pas. Hein. Là, c'est l'effet inverse qui se passe. Là, c'est l'individu qui revient. Là, ouais. Ce qu'on a vu, c'est des tableaux commandés. Bah, c'est toujours des commandes, hein, de toute façon. Hein. Ouais, oui, bien sûr. Ouais. Le véritable peintre qui s'est libéré de l'emprise du commanditaire, c'est le milieu du 19e. Oui. Et avant ça, il n'y a rien. C'était que des. C'était des ateliers, tu sais, donc déjà, c'était pas rien. Hein. Un atelier à l'époque de la Renaissance, c'était assez proche d'un atelier de la haute couture aujourd'hui, tu vois. Donc il y avait bien sûr le maître d'atelier, et puis il y avait tous ceux qui déjà fabriquaient les matériaux pour peindre, c'est pas rien, broyage des couleurs, tension des supports, etc. Et puis après il y avait des commandes, donc après le maître était là, disait à peu près ce qu'il fallait faire, comment ça partait, etc. Et puis après il mettait la main au départ, en fait, sur l'imprimature, sur les esquisses premières, et souvent après il terminait les derniers glacis, quoi. Mais après c'était des petites mains qui faisaient toute la progression. Dans l'atelier de Rubens, c'est ça. L'atelier de Rubens. De Rubens, voilà. La maison de Rubens qui reste encore en Anvers, donc c'est un palais, hein. Dedans, je veux dire, il y a toutes les salles de travail, les salles d'exposition, le bureau où il recevait ses clients, là où il faisait des scènes extérieures. Enfin, je veux dire, bon, ça, mais bien sûr, bon, il y a toujours des exceptions. Quand tu vois Michel-Ange, il était tout seul. Il ne supportait pas d'être dans un atelier, lui. Donc, quand il sculptait, quand il a fait la chapelle Sistine, au départ, il avait des ouvriers, il les a virés parce que ça n'allait pas. Donc, il s'est tout tapé tout seul. Mais bon, après, il y a des exceptions, bien sûr, par rapport à ça. Ouais. Mais en règle générale, c'était quand même des ateliers avec tout le système d'apprentissage. En principe, il y avait des modes, la il y avait des modes, c'était la mode déjà. Ouais. Des choses qu'on faisait, ça les étaient recherchées. Bien sûr. Il y en avait qui étaient avant-garde, qui sortaient de ça, qui faisaient des nouvelles choses. Bien sûr. Ouais. Qui se séparaient de la mode. Ouais. Pour ça qu'au haute couture, ça va très bien ensemble. Ouais. Ouais. Ça a fait la mode. Ouais. J'avais vraiment été impressionné par cet atelier. Ouais. Bien sûr. C'était une usine, il y avait 100 personnes qui bien sûr. passaient là-dedans. Et puis voilà, donc après, ce qui a fait la rupture, où c'est devenu individuel la peinture, hein, dans le sens strict du terme, c'est quand il y a eu l'industrie. Voilà. Quand il y a eu les premiers tubes qui ont été fabriqués d'une manière industrielle, et sans cette technicité-là, il n'y aurait pas eu d'impressionnistes. Puisque les impressionnistes ont pu sortir de leur atelier parce qu'ils avaient du matériel portable. Il y a eu des peintres aussi comme une démarche. Pour un Turner, par exemple, qui a eu une démarche académique qui existait en tant que reconnu, le peintre reconnu par son temps. Et à côté de ça, il faisait une œuvre personnelle, qui est celle que l'on admire aujourd'hui. Bien sûr. Une œuvre classique, c'est un peu différent, mais son œuvre personnelle. Et il poussait ses tableaux parce que lui-même avait déjà pris ce concept de galerie personnelle. Il avait son atelier, c'était une galerie, et il faisait des tableaux que les gens venaient regarder et acheter sur tableau facilitation originale pour les gens. Donc il ne peignait pas. Ce qui était commandité, c'était l'académie. C'était un point de passage obligatoire. Et le reste, il le poussait. Bien sûr, puis après, bon, il y a forcément des contraintes économiques, etc., par rapport aussi aux artistes. Hein. Quand vous voyez César, quand il avait ses grandes commandes, bon, ces voitures là qui sont écrasées, etc. Puis après, bon, ça, c'est des commandes qui arrivent. Mais après, il y avait des gens qui venaient avec leurs bijoux de famille, et il avait créé une petite presse où il compressait les bijoux de famille. Et donc après, les gens repartaient avec leur petite compression de César. Voilà, quoi. Et ça permettait de faire bouillir la marmite, quoi, hein, entre autres. Donc, voilà. Mais il ne faut pas perdre l'idée de ces ateliers, de ce côté, estimant, de commande, qui est très très proche. Maintenant, dans les métiers qu'on voit à l'heure actuelle, c'est vraiment très très proche de la haute couture. Hein. Le fonctionnement était très proche. Parce qu'il y avait les petites mains, les voilà, c'est ça. Voilà. Eux, peut-être sortaient, ces petites mains sortaient. Il y en avait. Après. Voilà, mais pas. Voilà. Mais t'en as qui restaient leur vie à broyer. Hein, à broyer. C'était beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'il y avait les guildes à l'époque. Il y avait ce qu'on appelle les guildes, qui étaient des organisations par lesquelles les gens de métier avaient tout un cursus à faire pour être reconnus, pour avancer. Et ces guildes-là contrôlaient
il a mis un peu comme un numerus clausus pour les médecins, quoi, qui contrôlait l'autorisation de mise sur marché de peintres, entre guillemets, patentés, quoi, parce que c'est un peu ça. Et en Hollande, notamment, tous les peintres hollandais, dans les guildes, contrôlaient la production de la peinture. Ne s'installait pas qui voulait. C'était un peu le problème d'un Caravage qui s'était installé sauvagement et qui a été contesté pratiquement toute sa vie, indépendamment de sa vie mouvementée. Je veux dire, sulfureuse, mais il était quand même contesté par le fait qu'il avait refusé de rentrer dans le système, dans le cursus autorisé. Bien sûr. C'était plus compliqué que ça, hein, elle était très normée. Bien sûr. Voilà. Bien. On va pouvoir prendre un petit apéritif.